la fin des années 40, beaucoup de lignes non électrifiées étaient parcourues par des autorails appartenant à une multitude de séries différentes et ayant bien souffert des années de guerre. La SNCF avait commencé à moderniser et unifier ce parc avec les autorails X3800 de 300 chevaux, les fameux Picasso, et les X2400 de 600 chevaux. Mais pour les liaisons rapides à plus longue distance, les rames classiques en traction vapeur étaient toujours largement utilisées, avec des coûts d'exploitation importants. Il fut donc décidé de mettre à l'étude et de construire des rames diesel rapides, composées de deux éléments, d'un niveau de performance et de confort élevé pour redorer en quelque sorte l'image du chemin de fer et répliquer à la concurrence automobile grandissante. C'est le principe de l'autorail plus une remorque qui fut retenu, car les futurs RGP monomoteurs étaient déjà sur les planches à dessin, et elles pourraient ainsi utiliser les mêmes remorques. Les caisses sont réalisées en tôle d'acier soudée sur le principe de la poutre tubulaire sans cloison centrale. Ne disposant pas encore de moteurs diesel compacts, puissants et fiables, les ingénieurs se tournèrent vers une technique éprouvée, celle des autorails unifiés de 600 chevaux, munis de deux moteurs V12 Renault 517G avec transmission mécanique. C'est d'ailleurs ce même groupe moteur-transmission qui est utilisé avec succès sur les Picasso. Ce groupe monobloc est monté sur un berceau, ce qui facilite grandement son installation dans la caisse et le démontage pour la maintenance. Les bogies de la motrice sont du type Y159. Ils sont largement inspirés de ceux des autorails unifiés, avec boîte d'essieu intérieure et roues à emmanchement conique. Leur suspension est particulièrement réussie et donne un confort et une tenue de voie remarquables. Ceux des remorques, du type Y187, classique, à boîte d'essieu extérieure, donnent une même qualité de roulement. Les motrices sont construites par Dodietrich à Reichshoffen en Alsace et elles viennent par leurs propres moyens aux usines Brissonneau et Lotz à Creil, près de Paris, où sont construites les remorques. Accouplement, raccordement des soufflets d'intercirculation, branchement des liaisons électriques, montage des panneaux d'habillage de l'intercirculation entre deux rames. La première rame à grand parcours est prête pour son premier voyage. Lyon, 12 mai 1954. Les voyageurs embarquent pour le premier voyage commercial des RGP. En route. Première vitesse. Des servomoteurs, mus par l'intermédiaire de l'électricité et de l'air comprimé, agissent par la volonté du conducteur sur les boîtes de vitesse et les embrayages des deux groupes moteurs. La première est enclenchée. Le servomoteur embraye lentement et, sans heurts, la rame démarre doucement. Le premier train Lyon-Bordeaux, assuré par rame à moteur diesel pour grand parcours, quitte la capitale de la soie. Les moteurs ont atteint leur régime. 1500 tours, 30 km/h au flamand. C'est le moment de passer la seconde. Comme le ferait un automobiliste appuyant sur la pédale de sa voiture, le double débrayage est effectué. Mais ici, il l'est automatiquement grâce au servomoteur. Poursuivant son voyage, la rame à grand parcours offre aux voyageurs sensibles aux beautés de la nature un spectacle de paysage sur le grand écran panoramique de ses larges baies vitrées. Autre point remarquable, le service de restauration assuré par le personnel de la compagnie des wagons-lits. Une véritable cuisine installée dans les remorques permet de préparer une centaine de repas de qualité qui sont servis à la place grâce à l'installation de tables repliables. Avec leur insonorisation très poussée, leur grand confort et les services offerts, les RGP ont été dès l'origine classés en seconde classe puis en première à l'époque de la suppression de la troisième classe. Leur vitesse maximum de 124 km/h en palier leur a permis d'améliorer sensiblement les parcours comme celui-ci de Lyon à Bordeaux. Les 20 RGP bimoteurs mis en service entre 1954 et 1955 sont d'abord affectés au dépôt de Lyon-Vèze.
d'où elles vont assurer entre autres les Lyon-Bordeaux, Lyon-Strasbourg, Lyon-Genève, et aussi le Catalan, de Cerbère à Genève. Des rames iront ensuite au Batignolles pour faire des Paris-Caen, Paris-Le Havre, Rouen-Tours et même Paris-Dunkerque. Mais l'arrivée des RGP1, les monomoteurs, va les chasser petit à petit des trains de prestige de première classe vers des dessertes régionales et des omnibus plus obscurs. Quelques rames seront affectées à Marseille, où elles assureront la Tramontane, le train Marseille-Portbou. En 1970, la série sera regroupée à Bordeaux. Et en 1975, à l'arrivée des turbotrains, les RGP2 n'assurent plus que des petits parcours autour de Bordeaux. La fin est proche. Et c'est en novembre 1986 que les 3 dernières rames sont radiées des effectifs. Mais heureusement pas démolies. La 2709 et sa remorque 7719 sont rachetées par l'association Quercy Rail dès leur radiation en novembre 1986. Elles totalisaient alors 4 623 562 km. Nous sommes à Saint-Géry, dans la vallée du Lot. Guy, notre mécano du jour, va nous faire le tour du propriétaire. Après les traditionnelles visites et vérifications des niveaux, des pleins d'eau et de gazole, Guy enclenche le sectionneur de batterie. Dans le compartiment moteur, un petit panneau de contrôle permet de démarrer le moteur. Juste après le V12, on voit le carter de l'embrayage et son servomoteur pneumatique. Derrière, c'est la boîte de vitesse à 4 rapports, surmontée par les servomoteurs avec leur levier de commande manuel. Et enfin, l'inverseur de marche, toujours surmonté de ses servos. Un joyeux festival de courroies entraîne la dynamo, le compresseur, la pompe à eau et l'arbre des ventilateurs. La cabine de conduite de la motrice est exiguë. Le pupitre Jourdain Monneret est coincé entre la paroi et le coffre du moteur. Interrupteur, voyant de contrôle, manomètre, bouton de démarrage et d'arrêt des moteurs, et surtout 2 comptes-tours dont on verra l'importance. Comme toujours, à gauche, la commande de frein, la manette d'accélération du moteur, la grille du sélecteur de vitesse et de débrayage, l'avertisseur et le changement de marche. À droite, le flamand, bien en vue, et à gauche, le tableau des fusibles en porcelaine, garantie d'époque. Le tout dans un espace vraiment réduit et juste à côté du moteur. De l'autre côté du poste de conduite, il y a un petit local pour le chef de train ou un accompagnateur. L'autre cabine de conduite est située à l'opposé de la rame, à l'extrémité de la remorque, coincée elle aussi non pas par le moteur, mais par le couloir de l'intercirculation entre 2 rames. Résultat, pas beaucoup plus de place. Le pupitre est simplifié. Bien sûr, les commandes de traction et de freinage sont les mêmes, ainsi que les maneaux du frein et les comptes-tours des moteurs. Mais les interrupteurs des auxiliaires et les voyants de contrôle sont rassemblés sur un tableau mural au-dessus du flamand. De l'autre côté du couloir, un espace servait de rangement aux panneaux d'habillage de l'intercirculation. Le compartiment voyageur de la motrice est resté dans son dernier état. Aménagement de 2e classe, avec des banquettes en vis-à-vis, mais toujours avec les tables repliables. Près du compartiment à bagages se trouve un autre local de service, avec la sonorisation et diverses commandes d'éclairage, de chauffage, etc. C'est un soufflet traditionnel muni de 2 portes à 2 battants qui assure l'intercirculation entre la motrice et la remorque. Dans celle-ci, on trouve un grand compartiment de 2e classe et 2 compartiments de 6 places en première avec des fauteuils individuels en velours vert. Dans les années 70, l'ancienne cuisine a été transformée en compartiment de première classe avec un autre local de service plus petit qui a été aménagé en bar par l'association. Gare de Cahors.
dimanche matin. La RGP2 vient prendre ses voyageurs pour un voyage dans la vallée du Lot. Côté motrice, et même à vitesse réduite, la cabine est assez bruyante lorsque les moteurs montent en régime, mais Guy est attentif au son du moteur. La conduite se fait autant à l'oreille qu'au contour. Passé le pont sur le Lot, on arrive à la bifurcation et on prend la ligne de Capdenac. La ligne traverse des sites magnifiques. À 40 km/h et tout au long de la vallée du Lot, la RGP va jouer avec les méandres de la rivière, au pied de falaises impressionnantes, de villages authentiques et dans des défilés verdoyants. Et c'est sûr que là, on est obligé de se transformer en parallèle. Un œil sur la voie, un autre sur le flamand et le troisième sur les contours. C'est le problème de la RGP bimoteur de cet âge, la désynchronisation des moteurs. Et encore ici, il y a le bruit d'un des moteurs qui renseigne. Mais dans l'autre cabine, celle de la remorque, c'est encore plus délicat, surtout au démarrage. Guy passe la première et accélère un peu en surveillant les contours. Un moteur s'emballe, Guy réduit les gaz. Les vitesses s'équilibrent. On peut réaccélérer. À 1500 tours, le mécano débraye, coupe les gaz et réembraye partiellement en seconde en surveillant attentivement les contours. Accélération quand les moteurs sont synchronisés. Le passage en seconde est moins délicat que le démarrage. Et pour la troisième, rebolote. Là aussi, c'est plus facile. La RGP2 continue sa balade à 40 à l'heure sur une ligne au profil assez facile. C'est pas plus mal pour une grand-mère qu'il faut ménager. Il est loin le temps des Lyon-Bordeaux à 120 km/h et des rapides de première classe comme le Mistral, dont les RGP2 ont assuré un temps la correspondance entre Marseille et Nice.
Comme sur toutes les lignes touristiques, et en particulier celle-ci, les arrêts sont nombreux. Arrêt photo, arrêt visite ou même dégustation. C'est bien agréable, mais pas vraiment recommandé pour la RGP, faite pour les grands trajets rapides, mais pas pour les omnibus à arrêt fréquent. Pourtant, c'est ce qu'elles ont toutes connu à la fin de leur carrière. Là, c'est le côté secteur agricole, puis en haut, le village, avec surtout la partie ancienne. À l'arrivée à Qajar, nous croisons un autorail X4500 de l'association Quercy Rail qui fait le voyage dans l'autre sens pour un autre groupe de touristes. Depuis sa remise en service, la RGP aura fait entre 30 et 50 voyages par an sur cette ligne, et aussi des grands tours du Lot, des courses de 260 km. Au total, elle aurait déjà parcouru environ 50 000 km dans sa seconde vie de semi-retraité. Pas mal. Deux autres RGP bimoteurs ont échappé au ferraillage. La X2716 a été rachetée par l'association des autorails touristiques de Lyon, qui l'a fait rouler de temps en temps sur la ligne de la Puisaye entre Toussy et Villiers-Saint-Benoît, près de Montargis. La troisième, la 2719, a aussi été rachetée en 86 par l'association Rail Voyage et Tourisme, qui l'a fait circuler en Provence et sur la ligne de Nice à Cony. Ensuite, elle a roulé quelque temps sur la ligne de Caen à Clécy du chemin de fer touristique de la Suisse normande. Elle est maintenant propriété de l'association des autorails de Bourgogne-Franche-Comté, qui l'a confiée aux ateliers CFTA de Grès, en vue d'une grande révision. Enfin, deux autres motrices, les 2704 et 2714, ont été profondément transformées par les ateliers de Bordeaux pour constituer une rame spéciale d'auscultation des voies. Chaque motrice n'a plus qu'un moteur et les cabines de conduite ont été complètement modifiées. Des équipements de contrôle et d'enregistrement ont été installés dans un élément. Un chariot de mesure équipé de sondes a été monté sous cet élément, alors que l'autre véhicule est aménagé en hébergement pour l'équipe de techniciens, avec compartiment couchette, douche, toilette et une salle de réunion. Dès l'origine, la vie des 20 RGP bimoteurs était limitée, car un an à peine après leur mise en service, la première des 18 RGP1, munie d'un seul moteur MGO de 825 chevaux, sortait des usines de Dietrich et Brissonneau et Lotz. Même livrée verte, même caisse, mais un nez de motrice plus aérodynamique et racé. Plus puissante, plus rapide, 140 km/h au lieu de 124, plus de place offerte, une grande facilité de conduite, les RGP1 allaient prendre rapidement tous les grands trains jusque-là assurés par leurs aînés. Pour la mise en service du réseau Trans-Europe Express, qui devait relier les grandes villes européennes, la SNCF commanda une nouvelle série de 11 RGP monomoteurs, mais avec des aménagements de grand confort, destinés surtout à une clientèle d'hommes d'affaires.
À partir de mai 1956, ces belles rames rouges et crème assurèrent sans faille l'Étoile du Nord et l'Île-de-France entre Paris et Amsterdam, l'Arbalète de Paris à Zurich et le Parsifal sur les 610 km du trajet Paris-Dortmund. Entre Lyon et Milan, c'est aussi une RGP TEE qui assure le Mont-Cenis. Mais l'arrivée des rames spécialisées allemandes et hollando-suisses, plus luxueuses, va les chasser des liaisons internationales, tout comme l'électrification ou la mise en service des turbotrains vont leur enlever les grandes relations nationales. Elles sont alors affectées à des liaisons directes et omnibus moins glorieuses, et les Trans-Europe Express sont regroupés avec leurs cousines. Dans les années 70, après 20 ans de service, les 3 séries de RGP vont subir une cure de rajeunissement, mais aussi un déclassement partiel en première et seconde classe. Les aménagements sont modernisés et simplifiés, les cuisines disparaissent, et les rames vont adopter la nouvelle livrée jaune-orangée des turbotrains. En 1980, les RGP monomoteurs sont rassemblés sur 2 dépôts, Metz et Lyon-Vèze. Si celles de Metz courent encore le plus souvent en plaine, celles de Lyon vont affronter les rames de la ligne des Alpes avec le nouvel Alpazur. En 1984 commence une grande opération de modernisation. Malgré leurs 30 ans, la SNCF a décidé de les prolonger au vu de leur bon état général et de leur performance satisfaisante. Les rames changent profondément d'allure avec leur nouvelle face avant, rappelant les Z2 ou les nouveaux X2200. Le montage de ce bouclier les allonge de 50 cm. Entre les éléments, le passage de l'intercirculation est remanié et les soufflets sont remplacés par des caissons munis de bourrelets de caoutchouc beaucoup plus étanches à l'air et au bruit. Mais la circulation entre 2 rames accouplées devient impossible, ce qui représente quelquefois une gêne. Les cabines sont entièrement remaniées. Plus spacieuses, elles accueillent un nouveau tableau de bord plus ergonomique. Un enregistreur Tacro remplace le flamand. À gauche, les traditionnels maneaux de frein, le boîtier de répétition des signaux. Au centre, le contour du moteur, puis les commandes des auxiliaires. Et le bloc radio sur le train. Par contre, le pupitre de traction est toujours le même, avec la poignée de freinage à gauche, la commande de traction au centre et l'inverseur à droite. Un chauffage d'appoint et une bonne insonorisation améliorent le confort des conducteurs. Dans le compartiment moteur, rien n'est modifié. Le célèbre moteur MGO du type V12 SH et la transmission Mekidro ont fait la preuve de leur robustesse. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Par contre, les compartiments voyageurs sont intégralement refaits. Les planchers, les parois, les plafonds sont neufs. Les séparations sont des cloisons vitrées avec porte pneumatique. Les banquettes sont remplacées par des fauteuils individuels, mais les tables repliables ont disparu. La première classe est munie de fauteuils habillés de tissu rouge. La capacité de la rame est maintenant de 24 places en première et 112 places en seconde. Ce sont les ateliers de Bordeaux qui ont fait ces importants travaux de 1984 à 1992. Au cours de cette modernisation, une livrée unique rouge, blanche et grise fut appliquée à l'ensemble de la série. Mais plus tard, le conventionnement des relations régionales avec les conseils régionaux fit apparaître d'autres livrées propres à chaque région. Le jaune pour le Languedoc et la Lorraine, puis le bleu. Évidemment, le remplacement d'une rame pour entretien ou révision ou des renforcements ont amené à des compositions panachées du plus bel effet.
À l'instar des rames du tramway du Mont Blanc de la Belle Époque, des compositions tricolores ne sont pas exceptionnelles. L'ensemble de la série est maintenant rattaché au dépôt de Lyon-Vèze. Ici, elle côtoie les 4500 et les 2200, des genoux à côté d'elle. Également les 2800, leurs petits cousins en quelque sorte, avec le même moteur et la même transmission et à peu près le même âge. En 2001, 16 rames sont encore à l'effectif. Dans l'atelier, tous les matériels se retrouvent. Aujourd'hui, c'est la 2732 qui est le bogie moteur. À cette occasion, la visite du dessous de caisse permet de vérifier la bonne tenue des réparations effectuées et l'état des pivots et des arbres de transmission. Une équipe travaille sur le bogie au remplacement des roues. Les roues usées sont renvoyées à Nevers. L'avantage de ce type de montage des roues, c'est de ne pas nécessiter la dépose des essieux et des ponts moteurs pour remplacement d'une roue. C'est un gain de temps important. Remontage des roues neuves et emmanchement à l'aide d'un vérin hydraulique. Stop. On est monté à 460. Ça y est? Ah, c'est bon. Elle n'a pas bougé. Eh ben, la roue est calée. Les petites interventions sur le moteur, la transmission, les auxiliaires sont faites sur place. Mais s'il faut faire des travaux plus importants, sur le moteur par exemple, il est démonté et on procède à un échange standard avec un moteur qui a été reconditionné aux ateliers de Nevers. Même chose pour les boîtes Mekidro qui sont entièrement révisées et réglées à Nevers avant d'être remontées ici. La station-service est toujours en activité. Les engins arrivent et repartent en permanence. Le nettoyage intérieur et le lavage occupent un grand nombre de personnes. Sous l'abri, on fait le plein de gazole, d'eau et on remplit les sablières. C'est la 2745 qui sort et qui va prendre son service. C'est une ancienne Trans-Europe Express qui porte maintenant le blason de la ville de Cray, dans la vallée d'Adrôme. Lyon-Perrache, départ imminent. Voilà. La conduite est d'une grande simplicité. Le mécano accélère et la boîte Mekidro fait le reste. Le régime moteur monte par palier.
Les moteurs des 3 éléments sont parfaitement synchronisés. Passage à 60 sur le raccordement de guillotière. Accélération maximum. Le moteur monte à 1500 tours et grâce au convertisseur hydraulique, la boîte change automatiquement les rapports sans aucun à-coup, sans le moindre changement de régime du moteur. Les RGP assurent de nombreux trains sur la ligne de Lyon à Roanne. Celle-ci passe sans arrêt la gare de Lausanne. À l'Arbrel, certains trains sont directs, alors que d'autres marquent l'arrêt pour assurer également une correspondance vers Saint-Bel, sur la ligne de la Brévenne, ou Lyon-Saint-Paul, desservie par des 4500. Après la gare de Tarare, les RGP attaquent la dure rampe des Sauvages. 26 pour 1000 sur 5 km. Les MGO vont donner de la voix. De l'autre côté, c'est aussi du 26 pour 1000, mais ça descend, et on n'entend plus que le rail qui chante. Avant d'arriver à Roanne, les RGP marquent l'arrêt au Coteau, embranchement de la ligne de Roanne à Saint-Étienne. Certaines RGP continuent vers Saint-Germain-des-Fossés et Clermont-Ferrand. Et là, elles retrouvent les grands parcours de leur jeunesse.
Autre domaine d'activité des RGP lyonnaises, la desserte de Bourg-en-Bresse par la ligne des Dômes. Certaines 2700 poussent jusqu'à Besançon, où elles arrivent en soirée. Pour elles, c'est une réminiscence des Lyon-Strasbourg de leur début. Au départ de Bourg, il leur arrive parfois de monter jusqu'à Oyonnax et Saint-Claude, quoique cette ligne soit plutôt le domaine des 2800. Après le passage sur le magnifique viaduc de Cisse-Bollezon, la RGP attaque la longue rampe d'accès au tunnel de Nurieux. Le son caractéristique du MGO va résonner dans la vallée pendant de longues minutes. Bien qu'elle n'ait pas été conçue pour ça, les RGP ont assuré pendant plusieurs années un trafic important sur la fameuse ligne des Cévennes, entre Nîmes et Clermont-Ferrand. Les longues rampes à 25 pour 1000, les arrêts fréquents, les conditions hivernales difficiles, ici tout est réuni pour rendre la vie dure au matériel. Mais les RGP s'en sont bien tirés, prouvant une fois de plus leur robustesse. On les a vus aussi sur la ligne de Mende, limitée à 50 à l'heure sur le rail à double champignon. Mais leur domaine quasi réservé, c'est la ligne des Alpes, de Grenoble à Veynes et à Gap. Là non plus, on ne peut pas dire que c'est le type de ligne qui leur était destiné. Dans le sens Grenoble à Veynes, c'est 40 km de rampe à 25 pour 1000 en moyenne, 850 mètres de dénivelé. Ce n'est pas pour rien si cette ligne est régulièrement utilisée pour tester les nouveaux matériels. C'est un banc d'essai impitoyable. C'est à partir de la gare de Vif que les choses sérieuses vont commencer. C'est la 2721, la première de la série des monomoteurs qui mène ce couplage.
En hors-d'œuvre, un passage à 27 poids mille dans la boucle de Vif. Monestier de Clermont est pratiquement au sommet de la première partie de la rampe, 25 km de fait sur les 40. Le croisement en gare va permettre de souffler un peu. C'est la 22 et la 23 qui se croisent ici, les deuxième et troisième de la série. Le tunnel du col du Faux est juste à la sortie de la gare. C'est le début d'un parcours d'une quinzaine de kilomètres de faux plat jusqu'au début de l'autre rang. C'est la belle petite gare de Clel qui est au pied de la rampe du col de la Croix-Haute. Elle a gardé tout son cachet PLM dans ce magnifique décor dominé par le mont Aiguille. Le poste à levier nous ramène à une autre époque. La ligne est équipée du bloc manuel de voie unique, mais assistée par informatique pour la sécurité. Avec les sémaphores mécaniques, l'ambiance est extraordinaire.
Le bourdonnement du MGO s'éloigne, le sémaphore s'est refermé et la gare va retrouver sa tranquillité sereine. Mais pas de tranquillité pour les RGP qui attaquent la rampe du col. 15 km à 25 pour 1000. Et en hiver, ça devient souvent une épreuve. À 1100 mètres d'altitude, le col de la Croix-Haute est souvent balayé par la tourmente qui crée des congères et le rail est souvent verglacé. En fin de semaine et au moment des vacances de neige, les trains sont renforcés et les RGP roulent en unités multiples de 3 éléments. Le viaduc des Lucettes est en pleine rampe de 25, sur la rampe sud du col. Moins longue, elle est quand même dure. Et même en été, ce tronçon ne permet pas des vitesses folles. Dans le sens sud-nord, une fois passé le col, il n'y a pratiquement plus qu'à se laisser glisser jusqu'à Grenoble. À la descente vers Veynes, les RGP ne retrouvent un profil plus facile qu'après la gare de Luce-la-Croix-Haute, à une douzaine de kilomètres du col. La pente est de l'ordre de 10 pour 1000 et elles peuvent enfin se dégourdir les pattes. Après Aspres-sur-Buëch, les RGP retrouvent la double voie. En réalité, c'est le tronc commun de 2 lignes à voie unique, celle de Grenoble et celle de Valence. Au lieu-dit le poteau Saint-Luc, c'est la ligne de Marseille qui nous rejoint.
Veynes est une gare importante où se font de nombreux croisements et où sont assurées les correspondances entre tous les trains de Briançon, Marseille, Grenoble et Valence. Ici, c'est un couplage de 72 500 en provenance de Briançon à destination de Marseille. Ce train Corail vient lui aussi de Briançon et se dirige vers Valence par la ligne du col de Cabre et la vallée de la Drôme. Sur cette dernière ligne, une partie du trafic est assurée également par des RGP entre Valence et Die. La première partie de la ligne est d'un profil facile avec de grands alignements. Ensuite, à partir de Saillant, la vallée se resserre et la ligne est plus sinueuse. Mais la rampe est modérée et ne dépasse pas 10 pour 1000. En gare de Die, on trouve encore de beaux vestiges du PLM. Retour à Veynes pour notre dernier parcours. Après les longs alignements à la sortie de Veynes, la gare de la Frayssinous marque le début de la longue descente sur Gap. Les jours des RGP sont maintenant comptés. La qualité de leur conception et leur exceptionnelle robustesse leur auront fait traverser un demi-siècle et parcourir 6 millions de kilomètres en moyenne. Une longévité et des performances que peu d'autorails ont atteint.
La nouvelle collection Vidéo Rail Évasion des éditions du Cabri s'ouvre par un film d'1h40 sur les chemins de fer du Portugal. La traction vapeur y a disparu, mais la grande variété des machines diesel et électriques en service offre un spectacle sans cesse renouvelé. Dans ce film, on voit des machines d'origine française, comme les BB 1200, similaires à nos BB 63500. Et les grosses CC 1900, cousines de nos 72 000, en tête de train de charbon en double et triple traction. L'Angleterre est bien représentée, avec entre autres les CC 1800 identiques aux classes 50. Les BB 1500 construites par Alco aux USA en 1948 sont toujours là aussi. Une séquence nous montre le matériel électrique de l'artère Lisbonne-Porto avec les nouvelles BB Siemens de la série 5600. Enfin, une autre séquence nous emmène sur les belles voies métriques du Val de Vouga et de la vallée du Douro, avec leurs autorails pittoresques. Ce film, c'est 1h40 de voyage ferroviaire ensoleillé. Dans la grande collection locaux vidéo des éditions du Cabri, Jacques Chaussard a réalisé un film d'1h30 sur l'histoire exceptionnelle des célèbres 141R, la dernière et la plus importante série de locomotives à vapeur de la SNCF, avec des archives américaines sur la construction et le transport des 1340 locomotives. Leur activité sur le réseau français est retracée au travers de films d'archives privées inédits. Enfin, la seconde vie des 12 exemplaires préservés est décrite par des reportages, des interviews et des accompagnements. Un film exceptionnel pour des machines exceptionnelles. Les pionnières de la traction diesel de ligne prennent leur retraite. Nous leur avons consacré un film qui retrace toute leur carrière. Construite au début des années 50 pour remplacer les machines à vapeur pour la traction des trains lourds de la grande ceinture de Paris, les 60DA, devenus CC 65500, finissent leur vie sur les plus prestigieuses des lignes, celles du TGV. Dans ce film, 50 ans d'images de ces pionnières, depuis leur construction jusqu'en l'an 2000. Même scénario pour leurs cousines, les 60DB, devenus CC 65000. Des films d'archives nous montrent leur premier tour de roue au milieu des Pacifiques du dépôt de La Rochelle et leur premier train. Vous ferez plus ample connaissance avec la conduite de ces fameux sous-marins à bord de la 65005 de l'Agrivape. Et enfin, une séquence nous montre la 65006 en tête de longs trains de ballast sur les lignes CFTA du Morvan. Dans la collection locaux vidéo, les éditions du Cabri ont déjà produit un film d'1 heure sur les locomotives diesel BB 63000, 63500 et leurs dérivés. Dans ce film, après le détail de leur constitution, on voit ces machines à l'œuvre aussi bien sur une ligne de la campagne lorraine qu'en tête de train d'hydrocarbures de 1500 tonnes dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi sur les voies privées d'une cimenterie dans une version entièrement télécommandée. Ce film, c'est 55 minutes en compagnie des vétérans du diesel. Toujours dans cette même collection locaux vidéo, la longue histoire des autorails Picasso a fait l'objet d'une autre cassette. Ce film vous montre différents autorails préservés dans des livrets aussi variés que les sites traversés. Depuis les neiges du Jura, avec la BFC, jusqu'aux rives du canal du Midi avec l'autorail du Minervois en passant par les Ardennes, le Pas-de-Calais et l'Ardèche. Un tour de France coloré pour cet autorail symbolique des campagnes françaises. Le troisième film de la collection est consacré aux locomotives monophasées du Nord-Est, les fameux fers à repasser.
À l'aide des films d'archives de la SNCF, une séquence historique retrace l'origine de ces machines, leur construction, les essais et leurs premiers trains. Ensuite, les BB12000, les dernières locomotives encore en service, sont filmées dans leurs tâches quotidiennes, avec, entre autres, les trains de cailloux de Pagny-sur-Meuse, des trains de marchandises en Lorraine et dans le Nord, à Aulnoy et Jeumont. Et puis une séquence nous montre leurs petites sœurs du Luxembourg, où elles assurent toujours un intense trafic mixte, voyageurs et marchandises, et avec lesquelles nous faisons un accompagnement en cabine. Un film de 70 minutes d'une grande richesse d'images. Le quatrième film de la collection est consacré au célèbre CC 7100. Cette série de machines prestigieuses aux nombreux records. Après une séquence historique qui retrace la genèse de cette machine et les records du monde de 1954 et 1955, on les voit dans leur dernière affectation autour d'Avignon, dans le golfe de Fos, la vallée du Rhône, mais aussi en Languedoc jusqu'à Cerbère et sur la ligne du Boulou. Vous y verrez aussi un levage spectaculaire dans les ateliers du dépôt, ainsi qu'un reprofilage de roues sur le tour en fosse. Et pour finir en beauté, nous vous emmènerons dans la cabine de la fameuse CC 7107 pour un accompagnement sur la ligne de Fosse dans la plaine de l'Accro. Une heure d'image exceptionnelle pour des locomotives exceptionnelles. Les nouvelles rames Z23500, les TER2N, sont le sujet du 5e film de la collection. Après description générale de la rame, on embarque avec le conducteur pour découvrir la magnifique ligne de la Côte d'Azur. À Monaco, un flashback nous fait revivre la fièvre des journées folles du Grand Prix de Formule 1 dans l'ancienne gare. Et après une séquence sur la nuit de travaux du raccordement, nous découvrons la nouvelle gare souterraine. Une séquence historique nous fait voir l'ancien tracé du PLM avec, entre autres, des 141R et des Bugatti, le long du port de Monaco. Et le voyage se termine à Vintimille en Italie. Un film d'1 heure au pays du soleil. Les 140C ont été les dernières locomotives à vapeur à circuler en service régulier en France, sur les lignes de Franche-Comté de la CFTA. Les éditions du Cabri leur ont consacré un film d'1 heure, qui retrace leur longue histoire avec des documents d'époque et des films d'archives privées inédits. Vous verrez les machines préservées en pleine action sur les lignes SNCF du Nord, de la région parisienne, de la vallée de la Loire et dans le Midi, sur les voies du train à vapeur des Cévennes. Et bien sûr, un accompagnement en cabine de la 314 vous fera revivre cette ambiance si particulière de la vapeur. Ce film, c'est 1 heure de documents passionnants et de nostalgie de la vapeur. Sur les chantiers du TGV Méditerranée, on a vu œuvrer 40 locomotives anglaises, les classes 37. Ces machines, cousines et contemporaines de nos 65500, ont une longue histoire qui vous est racontée en images dans ce nouveau film à l'aide d'archives anglaises. Ensuite, nous les avons filmées à l'œuvre en Provence, où elles remorquaient entre autres des trains de ballast de 1600 tonnes en quadruple traction. Un film de découverte de 30 minutes sur des machines symboles de la traction diesel lourde en Grande-Bretagne. Tous ces films sont disponibles en cassette VHS PAL et SECAM aux éditions du Cabri.